Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2024 à vous et à vos proches, de la réussite dans vos projets et bien sûr une bonne santé, car c'est quand même le plus important. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les empereurs romains en nous intéressant au premier des Flaviens. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo de cette série, à l'issue d'une année de guerre civile, c'est finalement Vespasien qui parvient à s'imposer et à monter sur le trône impérial. Nous allons donc voir ce qu'il a fait durant son règne. Titus Flavius Vespasianus naît le 17 novembre de l'an 9 dans le petit village de Phalacrine, près de Réaté. Contrairement aux empereurs précédents, la famille de Vespasien est d'origine plébéienne. Son grand-père aurait été chef d'ouvrier itinérant. C'est finalement le père de Vespasien, Titus Flavius Sabinus, qui va permettre à la famille de s'élever socialement. Il sert d'abord dans l'armée comme officier des douanes, avant de devenir percepteur d'impôts puis prêteur sur gage. Il est réputé tellement honnête que les habitants de la province d'Asie où il sert auraient dressé des statues en son honneur. Cela lui permet aussi de s'enrichir et d'acquérir le statut de chevalier. En fait, la réussite sociale de Sabinus puis de son fils Vespasien reflète bien l'ascension d'une bourgeoisie municipale italienne qui, de plus en plus, tend à remplacer l'ancienne aristocratie sénatoriale usée. Mais nous y reviendrons. On sait peu de choses sur la mère de Vespasien, si ce n'est qu'elle s'appelle Vespasia Paula et qu'elle est issue d'une honorable famille de Nursie. Vespasien a une sœur, Flavia, qui meurt alors qu'elle était enfant, et un frère, Flavius Sabinus, qui effectue une brillante carrière politique et finit par devenir préfet de la ville de Rome. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il meurt à la fin de l'année 69, lors de la guerre civile. Vespasien est élevé par sa grand-mère paternelle dans la ville de Cosa. Adulte, les sources le décrivent comme un homme à la stature carrée, toujours de bonne humeur, aimant plaisanter, mais aussi comme un homme d'ordre, de méthode et réputé tenace. Un portrait somme toute assez flatteur. Vespasien se marie vers 39 avec une ancienne concubine du nom de Flavia Domitilla, qui ne serait pas née noble. Ensemble, ils ont 3 enfants, Titus, Domitien et Domitilla. Flavia et sa fille décèdent à une date inconnue avant l'année 69. Vespasien ne se remarie pas mais mène une vie commune avec Caénis, une affranchie de la mère de l'empereur Claude, qu'il considère pratiquement comme son épouse légitime. Sa carrière, elle, est essentiellement militaire. Il la commence en Thrace où il est tribun militaire dans l'armée, avant d'être élu questeur en 35-36, puis édile en 38 et préteur en 39-40. Il devient finalement consul en 51, puis est nommé proconsul d'Afrique par Néron en 63, en remplacement de Vitellius. Réputé pour son talent militaire et son absence d'ambition, il obtient rapidement la confiance de Néron, au point qu'en 66, quand la Judée se révolte, c'est lui qui est envoyé à la tête de 3 légions pour rétablir l'ordre. Il se montre plutôt efficace dans sa tâche, mais suspend les opérations à la mort de Néron le 9 juin 68. Il observe ensuite avec grande attention les luttes de pouvoir qui se déroulent à Rome entre Galba, Othon et Vitellius, avant d'être proclamé empereur par ses troupes le 1er juillet 69. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il est finalement nommé empereur par le Sénat le 21 ou 22 décembre 69, le lendemain de la mort de Vitellius. À la sortie de la guerre civile, le principal défi de Vespasien va être d'asseoir sa légitimité et la légitimité de sa famille, tout en s'inscrivant dans la continuité du principat d'Auguste. N'ayant aucun lien de parenté avec les anciens empereurs et n'appartenant pas à l'élite patricienne, Vespasien va s'inspirer du modèle du fondateur du principat, qui, comme lui, avait dû légitimer son pouvoir à la suite d'une guerre civile. Dans un premier temps, il restaure la res publica et se montre respectueux des institutions et des hommes politiques. Il entend également rassurer les sénateurs et les citoyens en promettant de rendre sa dignité au pouvoir impérial. Ensuite, il s'inscrit dans l'héritage des Julio-Claudiens, en excluant les tyrans, c'est-à-dire Caligula et Néron. Afin d'effacer les traces du règne de Néron et de la guerre civile, il lance un vaste programme d'urbanisme.
Il fait réparer et reconstruire les bâtiments détruits lors des combats, en particulier le temple de Jupiter capitolin, avant de s'attaquer au symbole du despotisme de Néron, la Domus Aurea. Cette vaste demeure d'une quarantaine d'hectares avait été construite au cœur de Rome sur des terrains que Néron avait confisqués à leurs propriétaires. Vespasien va tout simplement rendre ce terrain au peuple en réaménageant totalement le site. Il fait par exemple construire le Forum de la Paix et transforme le colosse de Néron en une statue de Sol, la personnification du soleil. Mais surtout, il fait assécher le lac artificiel creusé par Néron et lance sur cet emplacement la construction du monument le plus célèbre de Rome, le Colisée, que l'on appelle à l'époque l'amphithéâtre Flavien. Cet amphithéâtre est le plus grand jamais construit dans l'Empire romain. Avec une superficie de 2 hectares et une hauteur de 50 mètres, il pouvait accueillir 50 à 75 000 spectateurs. Il sera inauguré en 80 par Titus, le fils et successeur de Vespasien. Titus justement met un terme à la révolte de la Judée en 70, révolte qui durait depuis 4 ans déjà. Il triomphe de cette victoire avec son père en juin 71. Ce triomphe marque le retour à la paix dans l'Empire, mais marque aussi la promesse d'une succession héréditaire. En effet, et c'est là une nouveauté des Flaviens, Vespasien affiche dès le début de son règne la volonté de transmettre le pouvoir à ses fils biologiques, ce qui ne s'était jamais fait jusque-là. L'aîné, Titus, est très tôt associé au pouvoir. Il est mis en avant dès 71 lors du triomphe dont on vient de parler et reçoit dans la foulée la puissance tribunicienne et l'imperium. En plus de cela, il est nommé préfet du prétoire, c'est-à-dire chef de la garde prétorienne. Et ce n'est pas un hasard, car lors de la guerre civile, les prétoriens ont soutenu Othon puis Vitellius, et non Vespasien. Pour s'assurer leur fidélité, Vespasien va licencier quelques prétoriens et mettre son fils à leur tête. Il réorganise également l'armée pour mélanger des soldats qui l'ont soutenu avec des soldats qui ont soutenu Galba, Othon ou Vitellius, puis il renvoie tout ce beau monde dans les provinces. Au final, et de façon assez habile, Vespasien ramène la paix et l'ordre en faisant couler le moins de sang possible. Sous couvert de restauration d'un gouvernement équilibré et modéré, Vespasien se rend rapidement très populaire et accentue le caractère monarchique du principat. Mais cela ne pose pas de problème car la succession héréditaire est vue comme un gage de stabilité, stabilité dont les Romains aspirent après une année de guerre civile. Avec ses mesures généreuses et bienveillantes, Vespasien s'attire rapidement la sympathie du peuple et de l'armée. Il ne reste plus qu'à mater l'aristocratie romaine qui, elle, se montre un peu moins coopérative. Avec eux, l'empereur va se montrer beaucoup moins conciliant. Il n'hésite pas à exiler, voire à assassiner des sénateurs ou des philosophes qui se montrent trop hostiles. Pour achever de mettre le Sénat au pas, Vespasien exerce avec son fils la censure en 73-74, ce qui lui permet d'écarter les sénateurs un peu trop gênants et de promouvoir au rang de sénateurs des hommes qui l'ont servi loyalement. Mais cette mesure est surtout une nécessité, car après les exactions des prédécesseurs de Vespasien, l'ordre sénatorial ne comptait plus que 200 familles, ce qui est trop peu pour fournir les hauts fonctionnaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Empire et permettre au Sénat de fonctionner correctement. Le nouvel empereur va donc injecter dans cet ordre 1 millier de nouvelles familles issues de l'aristocratie italienne ou des provinces. Pour renforcer son autorité, Vespasien va également diminuer l'influence des affranchis dans les hautes sphères de l'administration. Par cette mesure, on voit bien qu'il n'entend pas répéter les erreurs du passé, car comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, les affranchis de l'administration impériale ont à plusieurs reprises causé pas mal de problèmes. À la place des affranchis qui ne disparaissent pas totalement, il favorise des représentants de l'ordre équestre, qui sont du même milieu social que lui et qui sont plus en phase avec les réalités du quotidien. Le reste de son règne est essentiellement consacré à un retour à la vie normale au sein de l'Empire. Dans le domaine judiciaire par exemple, il accélère les procédures afin de liquider rapidement toutes les affaires qui étaient restées en suspens à cause des guerres civiles. Il va aussi remettre de l'ordre dans les finances. La guerre civile a laissé une dette abyssale de 40 milliards de sesterces.
Afin de résorber ce déficit et de faire rentrer dans les caisses de l'État l'argent nécessaire au bon fonctionnement de l'Empire, il mène une guerre sans pitié aux dépenses inutiles et augmente significativement les taxes dans les provinces. Pour achever son œuvre de restauration, Vespasien va devoir pacifier un certain nombre de régions. Et comme on l'a vu, la première de ces régions, c'est la Judée. La situation dans la région était déjà tendue, mais en 66, Néron va provoquer un véritable embrasement. Afin de financer sa Domus Aurea, il pille le temple de Jérusalem, ce qui provoque le soulèvement de toute la région. Après les échecs du gouverneur de Syrie, c'est Vespasien qui est envoyé régler le problème en 67. La révolte se durcit, mais Vespasien remporte plusieurs victoires avant de cesser les opérations à la mort de Néron. Au printemps 69, la situation est pratiquement réglée. À l'exception de Jérusalem, de l'Hérodion, de Massada et de Macéronte, la Judée est pratiquement soumise aux Romains. Ayant été nommé empereur par ses troupes, Vespasien laisse la direction de la guerre à son fils Titus afin de se concentrer sur Rome. Après un long siège, Titus finit par prendre Jérusalem en septembre 70. La ville doit être prise quartier par quartier au terme de combats sanglants. Une bonne partie de la ville est d'ailleurs en proie aux flammes. Les Romains estiment la guerre gagnée à la prise de Jérusalem, même si la forteresse de Massada ne tombe que 2 ans plus tard, en 73. Les derniers insurgés vont d'ailleurs préférer un suicide collectif à une reddition. En plein milieu de la guerre civile, l'Empire doit également faire face à une autre révolte, celle des Bataves. Civilis, un officier commandant une cohorte d'auxiliaires de l'armée romaine composée de Bataves, entre en révolte en 69. Dans le contexte de la guerre civile, il affirme d'abord soutenir Vespasien, mais refuse de se soumettre à ce dernier après sa victoire. Rejoint par des Lingons et des Trévires, il proclame au début de l'année 70 l'Empire des Gaules. Mais même si cette révolte est importante, elle ne menace en rien l'équilibre de l'Empire romain. Les peuples de Gaule-Belgique, par exemple, choisissent de rester fidèles à l'Empire et ne suivent pas Civilis dans sa révolte. Toujours est-il que Vespasien doit quand même régler ce problème. Pour cela, il envoie 8 légions commandées par son gendre, Cerialis, qui écrase la révolte. Cerialis se rend ensuite en Bretagne, écraser la révolte des Brigantes, et au passage étendre la domination romaine jusqu'à Eburacum, aujourd'hui York. Il devient par cette occasion gouverneur de Bretagne jusqu'en 74. Et en 74 justement, Frontin, le successeur de Cerialis au poste de gouverneur de Bretagne, entreprend de définitivement soumettre le peuple des Silures, ce qu'il parvient à faire en 77. À l'est, Vespasien conquiert en 74 les champs d'Écumate, une région située à l'extrême sud-ouest de la Germanie et qui correspond aujourd'hui à la région de Bade-Württemberg. Il y construit une route afin de faciliter sa défense, ce qui va bloquer les barbares pour près de 2 siècles. Il en profite aussi pour renforcer la ligne de fortification construite par Claude sur la rive droite du Rhin. Enfin, en Orient, Vespasien annexe le royaume de Commagène en 72. En somme, pas de grande conquête pour Vespasien, mais une œuvre de pacification parfaitement réussie. À la fin de son règne, la paix est revenue partout dans l'Empire. Comparé au règne chaotique des derniers Julio-Claudiens, le règne de Vespasien apparaît comme particulièrement apaisé. Pas d'intrigue de palais, pas de grands complots, pas d'assassinats. Vespasien a su ramener la paix et maintenir cette paix, tout en imposant sa dynastie et en renforçant son pouvoir. Lors d'un séjour en Campanie en 79, il tombe malade et se rend dans la station thermale d'Aquae Cutilae près de Rieti pour soigner ce mal. Malheureusement, cela semble aggraver sa situation et il meurt le 23 juin 79 à l'âge de 69 ans. Suétone décrit sa mort de la façon suivante. Près de succomber, il dit « Un empereur doit mourir debout » et tandis qu'il faisait effort pour se lever, il mourut entre les bras de ceux qui le soutenaient. Cette mort paisible et visiblement naturelle tranche avec les derniers Julio-Claudiens. Vespasien sera rapidement divinisé entre septembre 79 et mai 80.
Titus lui succède sans aucun problème et c'est la première fois qu'un fils biologique succède à son père sur le trône impérial de Rome. Il ne me reste pas grand-chose à dire sur Vespasien pour conclure. Je pense que vous avez compris que son règne a été très bénéfique pour l'Empire et a permis de gommer les stigmates de la guerre civile. Alors pour terminer, je vais vous raconter une anecdote qui est sans doute la plus célèbre relative à Vespasien, ce qui évitera au passage de me prendre une trentaine de commentaires pour me reprocher de ne pas l'avoir fait. Comme je vous l'ai dit au début de son règne, Vespasien doit faire face à un énorme déficit dû aux guerres civiles. Pour combler ce déficit, il va augmenter certaines taxes et en créer de nouvelles. C'est dans ce contexte qu'il va supprimer la gratuité des latrines publiques. Titus va alors le voir pour lui reprocher d'avoir fait cela. En guise de réponse, Vespasien lui met de l'argent sous le nez et lui demande s'il est choqué par l'odeur. Titus lui répond que non, et Vespasien rétorque que pourtant, l'argent qu'il a sous le nez est le produit de l'urine. Cette anecdote donnera le mot Vespasienne qui désigne un urinoir public et l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » qui signifie que peu importe d'où vient l'argent, elle permet toujours de s'enrichir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. La prochaine vidéo donc de cette série sera consacrée à Titus, car même s'il n'a pas régné longtemps, vous verrez qu'il y a quand même quelques petites choses à dire sur lui. En attendant, encore une fois, bonne année à tous, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.